Bonjour à tous. Nous continuons avec l'électrocardiogramme et nous aborderons aujourd'hui un chapitre important aussi, ce qui concerne les troubles du rythme. Alors, c'est des troubles, soit qu'ils surviennent sur un cœur sain ou bien un cœur pathologique, qu'ils soient bénignes ou potentiellement dangereuses. Parfois, ces troubles sont bénignes qu'on va voir. Il y a parfois des extrasystoles qu'on ne donne rien et il n'y a rien sur le plan cardiaque. Donc, c'est franchement bénigne. Mais parfois, elles peuvent être dangereuses et il y a ce qu'on appelle le risque de mort subite. Donc, les troubles du rythme constituent un chapitre important de la cardiologie. Ils posent un problème de l'ordre de diagnostic parce qu'on va voir qu'il y a parfois des ECG difficiles, que ce n'est pas toujours facile de faire le diagnostic électrocardiographique. Ça pose aussi un problème de pronostic. On verra pour le traitement, il y a des anomalies rythmiques qui ont qui ont un pronostic mauvais. Et quand parfois il est nécessaire de placer des thérapeutiques bien spécifiques chez certains groupes de patients, notamment les malades qui présentent des troubles du rythme ventriculaire graves et qui parfois nécessitent même l'implantation de défibrillateurs automatiques implantables. Alors, comme définition, on a déjà parlé du rythme sinusal, donc c'est le rythme cardiaque normal. Et c'est ce qui correspond à l'activation physiologique des oreillettes puis des ventricules à partir du nœud sinusal. Donc il y a une fréquence aux alentours de 60 à 100 au repos. Il se caractérise à l'ECG par une succession des ondes de P, QRS et ondes de T. Donc, les arythmies ou bien les troubles du rythme, c'est quoi? C'est une perception anormale ou bien désagréable des battements cardiaques. Donc, c'est ça, le malade, il va venir vous voir, il va vous dire que j'ai une sensation, j'ai des ratés cardiaques, j'ai le cœur qui bat vite. Donc, il va sentir, notre cœur, il bat quotidiennement en long cours, sans arrêt, mais on ne prend pas l'intention des battements cardiaques parce qu'ils sont normaux, réguliers, donc ça ne dérange pas. Mais le fait qu'il y a une arythmie, le malade il va percevoir comme une sensation désagréable les battements cardiaques, donc il va venir consulter et c'est un motif fréquent en consultation cardiologique et même en médecine générale. Donc on parle de bradycardie, c'est le rythme il est inférieur à 60, tachycardie supérieur à 100, arythmie, c'est quoi arythmie? Arythmie, c'est un rythme cardiaque irrégulier. On pratique ce terme, largement il est utilisé comme étant synonyme de trouble du rythme. Donc on pourra dire une arythmie cardiaque ou bien un trouble du rythme cardiaque. La bradyarythmie, c'est quoi? C'est un rythme cardiaque lent et irrégulier. Tachyarrhythmie, la même chose, c'est un rythme cardiaque rapide et irrégulier. Donc on divise ce chapitre en deux étapes. Donc la première, c'est les troubles du rythme supraventriculaire. C'est les troubles du rythme qui viennent de l'étage auriculaire. Et après, les troubles du rythme ventriculaire, donc ventriculaire à partir du faisceau de His et le réseau de Purkinje, les branches gauche et droite, donc c'est l'étage ventriculaire. Les troubles du rythme supraventriculaire, donc on commence par ce qu'on appelle extrasystole. Extrasystole, c'est comme leur nom signifie, c'est un battement extrasystole sinusal. C'est comme on va dire extraterrestre, voilà, extra quelque chose. Donc, c'est pas d'origine sinusale, donc un battement auriculaire qui n'est pas d'origine sinusale. Donc, il se caractérise sur le plan ECG par une onde de P prématurée avec un espace PR généralement supérieur ou égal à 0,12 secondes. La forme de l'onde de P, elle est différente par rapport à la forme sinusale. Donc, parfois, on trouve des ondes de P, par exemple, négatives en D3 à D2 AVF,
lorsqu'ils naissent à partir de la paroi inférieure de l'oreillette droite. Les complexes QRS qui suivent, généralement, sont normaux, donc sont identiques à un complexe QRS normal. D'accord? Donc, c'est des ondes de P prématurées. La durée de l'espace PR, elle est parfois allongée. Et la forme, elle est différente par rapport à l'onde de P normale, sinusale. Jonctionnelle, c'est des extrasystoles, mais ici, l'origine, c'est le nœud de Tawara, le nœud auriculo-ventriculaire. L'onde de P, parfois, elle est rétrograde, donc soit avant le QRS, et on a un PR court, mais parfois, elle survient après ou bien dans le complexe QRS. Et le complexe QRS aussi, il est normal. Donc ici, le PR, il est court, mais parfois on a une petite encoche d'onde de P à l'intérieur du complexe QRS et on parle des extrasystoles jonctionnelles. La valeur symbiologique des extrasystoles, donc on va voir deux chapitres. Il y a les extrasystoles sur le cœur sain, donc il y a un cœur qui n'a pas d'anomalie, donc l'échocardiographie elle est normale. Donc généralement, ce sont des extrasystoles bénignes qui disparaissent à l'effort, donc ça ne dérange pas et on va pas, généralement, on ne les traite même pas. Les extrasystoles sur un cœur pathologique, alors là, il y a un problème et parfois, elles révèlent un rétrécissement mitral qui va précéder ce qu'on appelle la fibrillation auriculaire. Ils sont fréquents lors des cardiopathies qui s'accompagnent d'une dilatation de l'oreillette gauche. Donc, à chaque fois qu'il y a la dilatation de l'oreillette gauche, donc il y aura des foyers ectopiques qui vont générer des extrasystoles parce qu'il y a une hyperpression et il y aura la génération des foyers ectopiques. Donc, il y a un exemple sur le sujet dans vos écrans. Donc, quand vous voyez ici, est-ce que vous arrivez à voir la souris? Oui, Je oui, pousse. monsieur. Ah, super. Donc, quand vous voyez ici en D2, on a une onde de P ici normale, puis une onde de P ici normale, une onde de P normale. Voilà, elle est normale. Voilà, tiens, il y a une onde de P, elle est prématurée. Donc, c'est ça prématurée. Elle vient avant ou normalement elle va venir. Donc, normalement, elle va venir ici, mais elle est prématurée. Donc, on a ce qu'on appelle un raccourcissement. Donc, on a l'impression que le rythme, il est irrégulier. Si on va regarder bien cette onde de P, elle n'est pas identique par rapport à l'onde de P sinusale. Donc, ça, c'est une onde de P ectopique extrasystole auriculaire. Et le complexe QRS, il est identique, il est fin. Donc, parce que la conduction, elle est supraventriculaire. Donc, c'est le même principe comme une onde de P sinusale parce que l'influx va passer par le nord oculoventriculaire pour stimuler les ventricules. C'est pour cela les complexes QRS, ils sont normaux. Voilà le schéma de l'extrasystole. Donc, d'habitude, le nœud sinusal il est là. Donc, on a un foyer ectopique qui va générer un influx et cet influx, il est transmis au ventricule à partir du nœud oculoventriculaire. Un deuxième exemple. Donc, on regarde ici. Si on va regarder le tracé en globalité, on a l'impression que les espaces RR ne sont pas égaux. Donc, on a l'impression que le rythme il est irrégulier. Donc, on va rechercher l'activité sinusale. On va trouver une activité sinusale. Elle est là. L'onde de P, elle est là. Top. Une onde de P, mais elle est différente par rapport à l'onde de P. Elle est prématurée et elle est suivie par ce qu'on appelle ici, normalement elle survient ici, mais elle est prématurée. Et le complexe qui suit l'extrasystole, il est retardé. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le repos compensateur. Le repos compensateur, pourquoi? Parce que le nœud sinusal, il a généré un influx, mais cet influx, il y avait un autre influx compétitif, donc il a bloqué. Donc pour lui, il a travaillé, il est normal. Donc c'est pour cela, il va attendre jusqu'à prochaine contraction. Et parfois aussi, il rentre dans une période réfractaire, donc il ne peut pas générer un deuxième influx. La même chose dans ce tracé. Donc ça, ici, on a des tracés
On a des extrasystoles qui se répètent, donc le rythme de base, il est sinusal, mais on a des extrasystoles auriculaires qui se répètent, un complexe sur deux, ce qu'on appelle extrasystole auriculaire bigiminée. Donc on a ces termes grecs, bigiminée, ça veut dire un complexe sur deux. On pourra avoir trigiminé, ça veut dire deux complexes normaux, une extrasystole. Et ici, c'est un complexe normal et une extrasystole. Voilà, l'onde de P prématurée. Donc, ça se répète une fois sur deux. On voit ça très bien dans la dérivation des deux longs ici. Donc, complexe normal, extrasystole, complexe normal, extrasystole. Et on parle d'extrasystole auriculaire bigiminée. Donc, la conduite à tenir devant ces extrasystoles, on va rechercher le terrain. Est-ce qu'il y a le cœur, il est sain? Est-ce qu'il y a une cardiopathie valvulaire ou bien une cardiopathie ischémique? On devrait éliminer aussi les facteurs favorisants, généralement les excitants comme le tabac, le café, le thé, la cocaïne, voilà, les drogues, les émotions, l'anxiété, l'hyperthyroïdie, tout ça peuvent provoquer des extrasystoles. Donc, chez certains malades, on évite tout ça pour éviter que ça soit gênante et répétitive ou bien nombreuse. On recherche aussi les symptômes. Si on a une sensation désagréable, on traite, bien sûr. Si les extrasystoles ils sont bien tolérés et le cœur il est sain, on ne donne rien. Alors, le traitement, il repose généralement, s'ils sont gênantes et très nombreuses, sur soit des bêta-bloquants, donc des bêta-bloquants qui vont bloquer le système adrénergique, ou bien des anxiolytiques pour voilà, relâcher euh, le tonus nerveux. Alors, on va maintenant aborder les tachycardies supraventriculaires. On a la tachycardie sinusale, donc généralement c'est un rythme cardiaque normal, mais la fréquence elle est anormale, supérieure à 100 battements par minute. Elle s'observe à l'effort, elle peut apparaître au cours de différentes circonstances. Donc on parle généralement que la tachycardie sinusale c'est un mécanisme d'adaptation bien de dépense. Donc elle n'est pas, elle est toujours secondaire à quelque chose. Donc, la tachycardie sinusale, elle pourra être secondaire à une émotion, à une fièvre, à l'anémie, à l'hyperthyroïdie, à une insuffisance cardiaque, à l'hypovolémie. Donc, c'est un mécanisme réflexe du cœur pour augmenter le débit cardiaque, ou bien il y a un stimulus adrénergique qui va provoquer la tachycardie. Donc, c'est plutôt une cause secondaire et généralement, on n'est pas cardiaque. Donc, voilà, on recherche s'il y a un contexte pour éviter cette tachycardie sur le plan électrocardiogramme. Donc, on a tous les ondes qui sont normaux, mis à part un rythme rapide. La fibrillation auriculaire, la FA, ou bien l'arythmie complète par fibrillation auriculaire, la CFA. Donc, c'est un chapitre très important pour vous. D'ailleurs, il faut bien insister sur ce chapitre pour la préparation de l'examen. Donc, on pose généralement beaucoup de questions sur cette pathologie dans l'examen. Donc, quelle que soit paroxystique ou bien permanente, la fibrillation auriculaire correspond à une dépolarisation anarchique des fibres auriculaires. On a des centres d'hyperexcitabilité, des circuits de réentrée qui entretiennent des foyers multiples de dépolarisation. Donc, à l'état normal, on a uniquement le nœud sinusal, mais en cas de fibrillation, on a plusieurs foyers ectopiques qui vont générer des influx et des stimulations des ventricules. Donc, l'oreillette devient mécaniquement inefficace. Donc, on a disparition de la phase ventriculaire rapide terminale. Donc, il n'y aura pas une contraction auriculaire. Et il y aura l'apparition de contractes spontanés de l'oreillette gauche. Et on a le risque de formation de thrombus dans l'auricule gauche. Donc, c'est parmi les complications, ou bien le danger de la fibrillation atriale réside dans la formation de thrombus qui pourra emboliser la circulation systémique, donc pourra provoquer soit un accident vasculaire cérébral, ou bien une embolie artérielle, ou bien une embolie
comme mésentérique ou bien tous les territoires vasculaires artériels. Le nœud oculoventriculaire est plus ou moins perméable, donc le rythme ventriculaire, il est donc plus ou moins rapide, mais irrégulier. Donc voilà le schéma. On a plusieurs foyers qui vont donner des stimulus qui vont essayer tous de passer en même temps à travers un nœud oculoventriculaire. Donc le nœud, il va travailler, il va éliminer certains et laisser partir d'autres. Donc le passage, il se fait d'une manière irrégulière. Donc c'est pour cela le rythme cardiaque, il est irrégulier. Et il n'y aura pas d'onde de paix, elle est remplacée par plusieurs foyers ectopiques. Donc on a sur le plan ECG, une activité auriculaire, l'absence de l'onde de P, elle est remplacée par des ondes de F. Parfois, ils sont bien voltés, on parle de FA grosse maille, ou bien ils sont moins visibles et on parle de FA petite maille. Et l'activité ventriculaire, les QRS sont généralement fins, mais avec une fréquence irrégulière. Donc, c'est une tachycardie supraventriculaire irrégulière avec absence d'une activité auriculaire. Voilà un exemple ECG. Donc, quand vous voyez, le rythme, il est irrégulier. Et on va rechercher l'onde de P. Elle n'est pas visible et elle est remplacée par, ici, c'est une FA à grande maille, des contractions anarchiques des oreillettes. Donc, on va interpréter ça. Donc, on va dire que le rythme, il y a une arythmie cardiaque avec fibrillation atriale, mais il faut terminer l'interprétation de l'ECG. Donc, on doit interpréter même les QRS. Est-ce qu'il y a élargissement, augmentation des voltages et aussi la repolarisation. La même chose, on regarde l'activité atriale ici, elle est désorganisée et irrégularité des complexes QRS. QRS sont fins et la repolarisation, elle est aussi normale. Donc, en conclusion pour cette ECG, il montre uniquement une fibrillation atriale. Le reste, il n'y a pas d'autres anomalies associées. Un autre exemple, on a un rythme irrégulier, il y a absence de l'onde de P, donc c'est une fibrillation atriale. QRS, l'axe QRS ici, comment il est? Normal, légèrement horizontal. QRS fin, mais il y a des troubles de repolarisation, à savoir un sous-décalage du segment ST dans le territoire V1, V2 jusqu'au V6, donc dans le territoire antérieur. Donc c'est une lésion sous-endocardique dans le territoire antérieur, avec une fibrillation atriale. Donc, des définitions pour la FA, on a une classification. On parle du premier accès, on parle de la FA paroxystique, la FA persistance et la FA persistance à longue durée et la FA permanente. Donc, paroxystique, c'est une fibrillation atriale qui survient généralement elle dure généralement 48 heures et elle est autoterminée. Donc, il y a une réduction en rythme sinusal spontané. Maintenant, si elle va requérir un moyen pour rendre le rythme sinusal, donc on n'est plus dans le alpha paroxystique, on passe dans la alpha paroxystance. Donc, la alpha paroxystance, c'est une alpha qui dure plus de 7 jours, ou bien elle est à 48 heures, mais on a donné un médicament ou bien une cardioversion pour reprendre le rythme sinusal. FA persistance en long cours, c'est une FA qui dure plus d'une année, mais le médecin traitant, il décide toujours de maintenir le rythme sinusal. On a toujours, parce qu'on va voir dans le traitement, la stratégie thérapie de la fibrillation atriale, on a deux théories, soit ralentir le rythme, soit reprendre le rythme sinusal. Et pour cela, on dispose de deux types de médicaments. La FA permanente, c'est une fibrillation artérielle de longue durée, donc plus d'une année, mais elle est acceptée par le médecin et par le malade. Donc elle est là, et elle va persister, donc on ne va pas toujours tenter de reprendre le rythme sinusal. Alors pour le traitement de la fibrillation atriale,
on a trois objectifs. Donc, le cardiologue, il est devant trois objectifs. Le premier objectif important, c'est de prévenir les complications thromboemboliques. Donc, on va donner un traitement anticoagulant pour maintenir un rythme, pour éviter la formation de thrombus et pour éviter les complications de la AFA, à savoir les AVC et les ischémies des membres. On devrait aussi, ça c'est le volet, donc on a deux volets, volet anticoagulant et le volet rythme. Pour le rythme, on a le choix entre deux méthodes, soit ralentir la cadence ventriculaire ou bien à restaurer le rythme sinusal. Donc, soit je vais reprendre un rythme sinusal, soit je vais garder la fibrillation atriale, mais je vais ralentir juste la cadence. Donc, le cœur, il va toujours battre anarchiquement, mais la cadence ventriculaire, donc le malade, il ne va pas sentir les tachycardies. Donc, on va diminuer par soit des bêta-bloquants, soit un anticalcique à une action cardiaque, le verapamine, ou bien les digitaliques. Pour assurer le ou bien la science, je vais voir, ça c'est le score de chat, d'accord. Voilà, donc je vais parler un petit peu ici sur le plan traitement du rythme. Donc, une fibrillation atriale qui se présente dans la première fois aux urgences, donc le médecin, il va interroger le malade. Il va interroger le malade, il va demander la durée. Donc, si la durée, elle est supérieure à 48 heures, retenez bien. Maintenant, si le malade il vient consulter, il va dire au médecin que j'ai ressenti les palpitations depuis 3 jours ou bien 4 jours. Donc, le médecin aux urgences, il est obligé de donner un anticoagulant pendant 3 semaines. Donc, il va juste ralentir la cadence cardiaque. Donc, il donne un anticoagulant pendant 3 semaines avant d'essayer de reprendre le rythme sinusal. Si, ça, c'est le premier chapitre, disons. Maintenant, si la durée, elle est moins de 48 heures, donc il pourra reprendre directement le rythme sinusal par un traitement antiarythmique en urgence ou bien un choc électrique externe. Donc, on pratique chez ces patients dans une dose de charge très importante d'un antiarythmique, à savoir la cordarone, pour stopper cette tachycardie et reprendre le rythme sinusal. Si elle date de moins de 48 heures. Maintenant, si elle dépasse les 48 heures, on donne un antiarythmique parce que on ne sait pas est-ce qu'il y a un thrombus ou non à l'intérieur de l'auricule gauche. C'est pour cela on donne un traitement anticoagulant pendant 3 semaines pour dissoudre ce caillot. Si on a le TO, on pourra pratiquer le TO, une échocardiographie transœsophagienne à la recherche d'un thrombus. Donc, soit pendant 3 semaines, soit on pratique une échocardiographie transœsophagienne. Si on voit que l'auricule gauche il est libre et il n'y a pas de thrombus, donc on pourra réaliser une cardioversion, soit médicamenteuse. Donc, on donne une dose de charge de l'amiodarone, une dose de charge de médicament de l'amiodarone, ou bien, s'il y a échec de la voie médicamenteuse, on pratique un électrochoc externe, bien sûr, après préparation du malade. Donc ça, c'est pour la restauration du rythme en urgence. Au moment où on a restauré le rythme, donc maintenant on a restauré le rythme, ou bien il y a échec du restauration de le rythme, donc on va accepter cette fibrillation parce qu'on a tenté une cardioversion, on a tenté une cardioversion à la fois médicamenteuse et électrique, donc on est à J1. À ce moment-là, on est obligé pour tout le monde, pour tous les patients, d'anticoaguler le malade pendant une durée de 4 semaines. Donc, on va donner un traitement pour ralentir ou bien pour maintenir le rythme sinusal. Donc, on le donne pour tout le monde. Et on donne un anticoagulant pour tout le monde pendant 4 semaines. Donc, à partir de la 4e semaine, on va classer notre patient selon ce score. Ce score, ce qu'on appelle le score de Chasse-Vasque. On va classer ce patient
On va rechercher s'il y a une cardiopathie congestive, s'il y a une hypertension artérielle. On va voir l'âge supérieur à 75 ans, donc on donne 2 points. Entre 75 et 65 ans et 74 ans, on donne 1 point. S'il y a un diabète, s'il y a des antécédents d'accidents vasculaires ou bien accidents ischémiques, donc AIT ou bien AVC, ischémique, s'il y a une pathologie vasculaire telle qu'un antécédent d'infarctus du myocarde, une artériopathie périphérique ou le sexe féminin. Et on a un score de 0 à 9. Donc ça s'appelle, c'est des initiales CA, c'est des initiales en anglais de C, pathologie. Donc c'est pour cela la nomination c'est SATS de DS de VASC. Donc, et on va calculer le score. Je vais voir mon patient, par exemple, il est diabétique, hypertendu, âgé de 75 ans, par exemple. Donc, son score, il est diabète 1, HTA 2, 75 ans 2, donc il est à 4. C'est un homme, donc il est à 4, c'est une femme, donc il va devenir 5. Et on a des recommandations. Alors, les recommandations, qu'est-ce qu'elles disent? Donc ici, on est après 4 semaines, au moment après 4 semaines de la restauration ou bien de la tentation de restaurer le rythme. Donc, je vais voir, j'ai calculé mon score. Si mon score, ça se passe qu'il est supérieur à 2, d'accord? Pour les hommes, un score de plus de 2 au plus, donc supérieur ou égal à 2 pour les hommes. Donc, on est obligé de donner un anticoagulant à vie. Maintenant, pour les femmes, le score doit être supérieur ou égal à 3. On donne un traitement. Lorsque vous voyez des recommandations de classe 1 ou 1A, ça veut dire qu'il y a un haut niveau de preuve et on est obligé de donner. Donc, si on ne donne pas, c'est plutôt une erreur médicale. Maintenant, si il y a pas, on est obligé de donner ici. Ça, c'est des recommandations qu'on travaille avec. C'est des recommandations européennes de la Société européenne de cardiologie. Donc, supérieur ou égal à 3, chez une femme, on donne un anticoagulant à vie. Il y a les recommandations disent aussi, c'est qu'il est préférable ou bien il est envisagé de donner un traitement anticoagulant même chez l'homme lorsque le score il est à 1. Donc même l'homme, si son score il est à 1, donc il a juste par exemple un seul facteur de risque, il n'est pas âgé, il est moins de 65 ans, mais il a une hypertension artérielle ou bien il a un seul facteur de risque, donc on donne un anticoagulant. Et chez les femmes, s'ils ont aussi deux facteurs de risque, on donne, déjà on compte une femme c'est 1, donc ils sont plus que le sexe féminin, un autre facteur de risque, comme par exemple l'hypertension artérielle ou bien un diabète. Donc, il est envisagé, donc il est préférable de donner aussi un traitement anticoagulant à vie. Donc ça, c'est ce qui concerne la prise en charge de traitement anticoagulant. Alors, maintenant, c'est quoi ce traitement anticoagulant? On va donner quoi comme traitement anticoagulant? On ne va pas donner des HPPM. D'ailleurs, on aura un cours sur les anticoagulants. On va détailler tous les types d'anticoagulants. Donc, on donne ici des anticoagulants Péros. Donc, on a deux volets, soit les antivitamines K, comme le Centrum. Donc, on est obligé de vérifier le TP-INR chaque semaine. Ou bien, on donne ce qu'on appelle les nouveaux anticoagulants oraux directs. C'est des nouveaux médicaments qui sont développés dernièrement, ces dernières décennies en cardiologie. Mais ici, on n'est pas obligé de vérifier le TP-INR. Donc, on a deux ou trois molécules, l'apixaban, qui sont commercialisées en Algérie, l'apixaban, le rivaroxaban et le dabigatran. Donc, c'est des molécules directes qui vont bloquer la voie de la coagulation. Donc, ils vont maintenir une coagulation chez les patients en fibrillation atriale. Pour ce qui concerne le traitement antiarythmique, donc si on maintient le rythme sinusal, on donne un traitement antiarythmique au long cours, comme par exemple la cordarone ou bien la flécaïne. Maintenant, il y a un échec du maintien du rythme cardiaque,
Donc, on donne uniquement un bêta-bloquant ou bien un traitement digitalique pour ralentir le rythme au long cours. Et on est obligé à chaque fois de revoir notre score pour voir est-ce que le malade, maintenant, s'il était à moins de 65 ans, il passe à plus de 65 ans, donc il a gagné un point. Donc, on est obligé de donner un traitement anticoagulant. Donc, ça, c'est plutôt un résumé de ce chapitre de la fibrillation atriale parce que c'est un cours vraiment en détail en cardiologie et il est très important pour vous parce que un médecin généraliste qui ne fait pas la part des choses entre un rythme régulier sinusal et une fibrillation atriale, donc comme vous voyez, il y a deux chapitres qui ils sont là. Si le rythme est sinusal, donc on est bien, on est à l'aise. Mais maintenant, si le rythme n'est pas sinusal, il y a fibrillation atriale, donc on est obligé de traiter, de donner des médicaments parce que le malade il est exposé à des complications. Voilà, donc il y a en parallèle de ce score un score hémorragique qu'on le calcule aussi chez ces patients. Le score hémorragique, il a aussi d'autres variables, c'est le score de Hasbled qu'on le calcule chez ces patients. Donc à chaque fois qu'il est augmenté, à chaque fois qu'il y a un risque hémorragique, et chez ces types de patients, qu'on a vraiment une discussion, une difficulté pour donner un traitement anticoagulant parce qu'il y a le risque en même temps ischémique et en même temps hémorragique. Et ici, il y a beaucoup de choses à dire. Donc, et parfois, c'est la décision, elle revient à un cas par cas chez le médecin traitant. Les étiologies de la AFA, donc on a, euh, on a les rétrécissements, par exemple, mitral, les valvulopathies, on a les cardiopathies hypertensives coronariennes, les myocardiopathies, hyperthyroïdie, la péricardite aiguë, la bronchopneumopathie, communication interoculaire, et parfois on ne retrouve rien. Il faut juste souligner un point entre guillemets, c'est que c'est le trouble du rythme le plus fréquent. Parmi toutes les troubles du rythme qu'on va voir, la fibrillation atriale, c'est le trouble du rythme le plus fréquent. Donc, elle touche environ 2% de la population et à partir de certain âge, elle arrive jusqu'à 10% de la population, surtout ces sujets âgés. Que faire aux urgences? Donc, on va rechercher aussi la tolérance. Maintenant, s'il y a une mauvaise tolérance, donc on est devant un état de choc, donc on donne, ici on va réduire rapidement la fibrillation atriale et parfois on utilise le choc électrique externe. Sinon, on va ralentir par un bêta-bloquant ou bien un digitalique et on anticoagule aussi. Flotteur auriculaire, c'est une arythmie ou bien un trouble du rythme aussi supraventriculaire. Donc, c'est des mouvements circulaires de la dépolarisation autour de l'orifice des veines pulmonaires. Donc, il y a ici une macro-réentrée. Donc, on va voir dans le schéma, avec une fréquence de 300 battements par minute. Donc, elle a généralement les mêmes étiologies que la fibrillation atriale. Et sur le plan ECG, donc on a une activité oculaire ectopique, elle est non sinusale, mais la fréquence, elle est régulière avec une fréquence supérieure à 300 battements par minute. Donc, on a ce qu'on appelle les ondes de F de flotteur qui sont bien visibles dans les dérivations D2, D3, AVF avec un aspect en dents de scie et son retour à la ligne de base. Donc, c'est comme ça, des dents de scie avec une petite pente initiale ascendante courte et une pente descendante lente. L'activité ventriculaire, donc les complexes QRS se répartissent de façon régulière selon le submultiple. Donc on a soit une fréquence à 300, à 150, à 100 bien 75. Pourquoi? Parce que la fréquence de flotteur, elle est à 300. Donc le nœud oculoventriculaire, il peut laisser la fréquence 300 qui passe, donc on a un flotteur de 300. Sinon, il peut laisser un influx sur 2, donc il va laisser un influx sur 2, donc on aura une fréquence de 150, ou bien un influx sur 3, on a une fréquence de 100. C'est pour cela qu'on parle d'un flotteur 1 sur 2 ou bien 1 sur 3. Donc ça, c'est une macro-réentrée, voilà. Donc à une fréquence de 300 qui passe vers les ventricules, soit une fois à chaque fois. Donc on a une fréquence de 300. Sinon ici, comme ici, elle est bloquée une fois sur deux. Donc on a un flotteur de 300, de 150 battements par minute. Et quand vous voyez ici, l'aspect de dents de scie dans les dérivations des trois.
Il y a aussi un exemple, quand vous voyez ici, ça c'est un ECG, donc vous voyez que le rythme il est régulier. Vous allez rechercher une activité oculaire, il n'y a pas de long de P, on remarque en D3 qu'il y a cet aspect en dents de scie, donc, donc, et on parle de, voilà, de flotteur parce qu'il y a l'aspect de dents de scie. Un autre exemple, flotteur oculaire avec une conduction 4/1, donc on a ici une fréquence à 100. Donc, vous voyez l'activité oculaire, comment elle est. Monsieur, vous pouvez répéter Oui, la partie des dons de aussi dans le CG. d'accord. Donc, voilà le CG. Donc, le rythme, il est régulier. On va rechercher l'activité oculaire. Je vais voir en D1, il n'y a pas de long de P visible. En D2, pareil. Je regarde en D3, il y a les dents de scie, comme Al-Manchar. Voilà, c'est pareil. Comme ça, une ligne de base à un rythme de 300. Il n'y a pas de retour à la ligne isoélectrique. Donc, c'est ça l'aspect en dents de scie. Il est typique au flotteur. Donc, si vous voyez ça, il faut directement conclure qu'en mettant un flotteur oculaire. Mais il faut continuer à interpréter le tracé. Voilà. Donc, rechercher le complexe QRS et la repolarisation. La même chose ici. Donc, on a ici un flotteur 4/1. Et ici, il y a des flotteurs à conduction variable. Donc, qui sont soit diagnostiqués comme étant une fibrillation atriale, mais on pourra aussi parler de ce qu'on appelle le fibrilloflotteur. Fibrilloflotteur. Donc, il y a l'aspect de dents de scie, mais le rythme il est irrégulier. Donc, c'est plutôt une conduction variable. Donc, parfois, la conduction elle est 1 fois sur 2, parfois 3/1. Donc, le traitement, en aigu, c'est le même principe que la fibrillation atriale. D'ailleurs, même ici, il y a le risque thromboembolique. Donc, même ici, on va scorer le malade selon le score de Schatzbask et on utilise les mêmes protocoles, donc antiarythmiques, des médicaments pour ralentir et des anticoagulants. Et on utilise même l'électrochoc externe pour reprendre le rythme sinusal. Et on recherche les récidives. Un autre volet thérapeutique développé par la cardiologie interventionnelle, c'est ce qu'on appelle l'ablation du flotteur ou bien l'ablation de la CFA. Donc, c'est une avancée en cardiologie. Donc, on va bloquer ou bien isoler les foyers ectopiques. On les isole comment? Par une cryothérapie. Donc, on pratique soit le froid ou bien le laser, mais j'ai localisé au niveau des oreillettes donc, et on utilise pour ça des sondes spécifiques. Donc, on n'ouvre pas le cœur, mais c'est juste par voie interventionnelle. On fait monter des sondes, on localise le foyer ectopique par les signaux électriques et on pratique soit le froid à moins de 300 degrés ou bien le laser pour bloquer ces foyers ectopiques. Et ça, ce qu'on appelle l'ablation par radiofréquence de l'ACFA ou bien de flotteur. La tachycardie jonctionnelle, donc c'est la troisième pathologie du tachycardie supraventriculaire, la maladie de Bouvray. Donc c'est une anomalie du fonctionnement du nœud sino-auriculaire. Donc c'est une tachycardie qui se caractérise par un début et fin brusque. Donc la fréquence cardiaque elle est de 160 à 200 battements par minute et l'arrêt des crises il est souvent spontané. Donc elle est décrite par Bouvray. Donc c'est pour cela qu'elle porte son nom. Donc c'est une tachycardie supraventriculaire jonctionnelle par une réentrée nodale. Donc l'influx va tourner juste dans le nœud auriculoventriculaire. C'est pour cela que la fréquence elle est très élevée et les QRS sont fins. Donc on a cet exemple. Donc il y a absence de long de P. Donc ici le rythme il est jonctionnel. Jonctionnel. Donc l'interprétation comment elle est. Donc vous pouvez juste dire à votre niveau une tachycardie supraventriculaire. L'erreur ici de dire une tachycardie ventriculaire. On va voir la différence entre tachycardie supraventriculaire et ventriculaire, mais ici, c'est plutôt supraventriculaire avec une fréquence cardiaque aux alentours de 160 par minute.
Que faire en urgence si on est devant une tachycardie supraventriculaire? On utilise parfois les manœuvres vagales, donc le massage du sinus carotidien, ou bien les compressions du globe oculaire. On va stimuler le nerf vague, donc le nerf vague qui va donner une bradycardie. On donne parfois la striadine aussi pour stopper aussi pour stimuler la stimulation parasympathique, ou bien l'isoptine, l'éthyldième, un bêta-bloquant. Donc tout ça pour réduire cette tachycardie jonctionnelle. Et on donne un traitement de fond qui dépend de la crise, donc des bêta-bloquants, bien des inhibiteurs calciques, et même on pourra ablater par radiofréquence la tachycardie jonctionnelle. En termes de risque, la tachycardie jonctionnelle, il n'y a pas le risque thromboembolique, donc on n'anticoagule pas la tachycardie jonctionnelle, donc on donne juste le traitement anti-arythmique ou bien ralentisseur. Parfois, chez certains malades, on donne juste le traitement de la crise. Donc, on les éduque. À chaque fois que vous avez cette tachycardie, il faut s'asseoir sur une chaise. Il faut essayer de pratiquer le manœuvre vagale par le massage sino-carotidien ou bien le manœuvre de sinus de Valsalva. Donc, respirer profondément et bloquer la respiration à l'intérieur. Et juste ça, ça pourra réduire la tachycardie. Sinon, prenez un médicament rapidement pour éviter d'aller à l'hôpital. Le syndrome de Wolff-Parkinson-White, le VPV, on a déjà parlé de ça hier. Donc, c'est une préexcitation ventriculaire. Donc, il y a un court-circuit responsable d'une activation prématurée des ventricules. Donc, il est fréquent. Il touche même les enfants, les nourrissons. Et la symptomatologie, on a des palpitations, bien sensations de malaise. Sur le plan ECG, il y a un PR court avec des ondes delta. Et il y a parfois ici, même ici, on a la rythmologie interventionnelle. Donc, on pourra explorer les faisceaux accessoires et on pourra aussi ablater le faisceau accessoire par radiofréquence. On ablate et on traite directement ce Wolff-Parkinson-White. Les complications, soit des fibrillations atriales ou bien de Flutter et des tachycardies rapides. Donc, il y a d'autres faisceaux, comme on a le faisceau de Kent, le faisceau de Mahem, le faisceau de James, mais pour vous, c'est plutôt le faisceau de Kent. C'est des réentrées du nœud oculoventriculaire ou bien Kent. Donc, l'influx va passer à partir du nœud et il monte vers le faisceau de Kent pour provoquer ce qu'on appelle une tachycardie orthodromique. Elle est déclenchée généralement suite à un effort et la tachycardie elle est régulière avec des battements de 200 jusqu'à 300 battements par minute. Le QRS est ici sans fin et si on donne des antiarythmiques ou bien on pratique une radiofréquence pour ablater le faisceau. Donc voilà l'exemple. Sur le tracé de base, on a un PR qui est court, une onde de delta. Et si on a la réentrée comme ici, le rythme qui tourne entre le nœud ventriculaire et le faisceau de Kent, donc il va provoquer une tachycardie orthodromique, donc le QRS est sans fin. Maintenant, si l'influx va passer par le faisceau de Kent et il monte vers le nœud oculoventriculaire, le QRS ils seront larges et on parle ici d'une tachycardie antidromique. Si on a une fibrillation atriale, c'est ça le risque grave de ces patients. Donc l'influx va passer très rapidement à partir du faisceau de Kent et on présente ici ce qu'on appelle le super Wolff. Donc il y a un risque d'arrêt cardiaque et de fibrillation ventriculaire. Ça, c'est un ECG d'un malade qui présente un Wolff-Parkinson-White. Donc PR court en delta. Alors, pour ce qui concerne le traitement, antiarythmique aussi, et on va prévenir les récidives, soit par un traitement antiarythmique ou bien une ablation par radiofréquence. Et on n'autorise pas l'activité sportive. Voilà. Jusqu'à stabilisation du patient ou bien du traitement curatif de Wolff-Parkinson-White. Voilà, ça c'était les troubles du rythme supraventriculaire. Donc on a parlé des extrasystoles oculaires, on a parlé de la fibrillation auriculaire, on a parlé de flutter oculaire, de la tachycardie jonctionnelle et de Wolff-Parkinson. Donc il y a d'autres types de tachycardie
tachycardie ventriculaire qui rentre un petit peu dans la spécialité. Il y a la tachycardie atriale focale, il y a la tachycardie systolique, et c'est aussi des arythmies supraventriculaires. Donc, on ne pourra pas détailler tout ça. Donc, mais pour votre objectif pédagogique de votre niveau, donc il faut au moins faire la part des choses entre un rythme sinusal et une arythmie supraventriculaire, notamment la fibrillation atriale et le flotteur oculaire, et savoir les grandes lignes de traitement de la fibrillation atriale et de Wolff-Parkinson-White et de flotteur oculaire. On passe maintenant au deuxième chapitre du cours, c'est les troubles du rythme ventriculaire. Et on commence la même chose, on a des extrasystoles ventriculaires, c'est comme les extrasystoles oculaires, mais ici, le foyer ectopique, il est ventriculaire. Donc, c'est une contraction, la même chose ventriculaire prématurée, qui correspond à une hyperexcitabilité focale. Donc, on a l'impression d'un battement cardiaque qui manque, il y a un raté cardiaque, donc le malade, il dit j'ai le cœur qui s'arrête, puis il reprend brusquement, comme ça. Donc, entre guillemets, si on s'amuse à pratiquer des haltères chez les sujets même normaux, donc on a tous des extrasystoles, soit oculaires, soit ventriculaires, même chez les sujets normaux, pendant les 24 heures, pendant le sommeil, mais c'est physiologique, normal, donc le cœur, il bat en continu, donc parfois, il y a quelques foyers ectopiques qui passent, donc on se sent, ça devient pathologique s'ils sont nombreuses, et ça se répète pendant la journée. Donc, les caractéristiques, il y a des critères de gravité pour les extrasystoles ventriculaires. Donc, si la fréquence est supérieure à 10 battements par minute, s'ils sont polymorphes, répétitifs, des doublés ou bien des triplés ou bien des salves, prématurité avec ce qu'on appelle phénomène R sur T. Donc, l'extrasystole, elle tombe sur R. Si on voit sur un ECG une extrasystole qui tombe sur R ventriculaire, ça veut dire qu'il y a un risque de passer en tachycardie ventriculaire. Donc, on doit traiter ces types de patients. Signification en fonction du contexte, bien sûr, on va toujours vérifier si le cœur il est sain ou bien si le cœur il est pathologique. Voilà, donc c'est ici le foyer ectopique, il est ventriculaire. Voilà l'aspect, comment il est. Donc l'influx, il est là, donc il doit passer par les ventricules. Donc c'est pour cela les QRS, ils sont larges. Parce que l'influx, il passe pas il n'est pas d'origine supraventriculaire. C'est pour cela, sur le plan ECG, on reconnaît facilement les extrasystoles ventriculaires par des QRS larges. Donc, en fonction de l'aspect de retard gauche ou bien retard droit, donc soit ici, ils sont un aspect de retard de bloc de branche droit, donc l'origine, il est du ventricule gauche. Maintenant, s'ils ont un aspect de bloc de branche gauche, donc l'origine, il est plutôt du ventricule droit. Donc, c'est une arythmie fréquente. Elle s'associe souvent avec les cardiopathies valvulaires, ischémiques et surtout parfois même les troubles hydroélectrolytiques peut provoquer des extrasystoles comme par exemple l'hyperkaliémie. L'hyper ou bien l'hypo. Alors, extrasystole ventriculaire, donc on reconnaît facilement les extrasystoles sur le CG. On a un rythme de base sinusale. On va voir qu'il y a des complexes larges au milieu de ces complexes normaux. Donc, on les reconnaît facilement. Et c'est des extrasystoles ventriculaires. Donc, ils vont décaler un petit peu le rythme cardiaque. Et on parle ici de repos compensateur. La même chose, peut-être c'est des extrasystoles peut survenir en une fois sur deux, mais on parle des extrasystoles ventriculaires bigiminés, comme dans cet exemple. Donc on a un rythme de base sinusal, on a des extrasystoles ventriculaires avec aspect de retard droit. On va voir qu'en V1, il y a l'aspect de bloc de branche droit. Donc c'est des extrasystoles qui viennent à partir du ventricule gauche. On va terminer l'interprétation QRS fin
Donc, il n'y a pas de troubles de conduction intraventriculaire. Les voltages sont normaux. Mais par contre, il y a des troubles de repolarisation ici. On a un sus-décalage du segment ST en inférieur, en D2, D3, AVF, avec quelques images en miroir. Donc, on est devant un syndrome coronarien aigu à sa phase aiguë. Donc, c'est pour cela qu'il y a une complication du syndrome coronarien. Donc, c'est les troubles du rythme. Donc, il y a une hyperexcitabilité. Et ça, c'est dangereux si on va voir ça dans ces conditions. Donc, on est obligé de traiter rapidement, de revasculariser pour éviter l'installation d'une tachycardie cardiaque ventriculaire ou bien fibrillation qui pourrait être mortelle. Un autre exemple, donc ici c'est plus facile, le piège, vous pouvez tomber dans une pièce, c'est que vous prenez les extrasystoles comme des complexes QRS normaux. Donc vous allez interpréter comme étant un bloc de branche gauche complet, QRS large, trouble de la repolarisation, non. Mais non, il faut bien regarder. Donc si vous trouvez des ondes de P, complexes QRS normaux, donc c'est plutôt, ça c'est des extrasystoles et ça un complexe QRS normal. Donc, on va dire que le rythme, il est sinusal avec présence de troubles d'excitabilité, à savoir extrasystole ventriculaire bégémine. Ici, ils ont un aspect de bloc de branche gauche, donc avec un retard gauche, donc ils viennent du ventricule droit. Ici, on a des doublés, ce qu'on appelle des doublés. Donc, c'est deux extrasystoles qui se suivent. Donc, la première et la deuxième. En termes de gravité, c'est plus grave, c'est dangereux parce qu'il y a un risque de l'installation d'une tachycardie ventriculaire. Ici, il y a des triplés. Donc, on a trois extrasystoles. Donc, le rythme de base, il est là, il est sinusal. Les QRS, ils sont un petit peu larges. Mais il y a ce qu'on appelle ça, c'est l'orage rythmique. Parce que le malade ici n'est pas stable, il souffre, il va présenter des tachycardies, ce qu'on appelle l'orage rythmique. Donc, on est obligé d'agir en urgence pour nettoyer tous ces troubles du rythme, parce que sinon, il va y avoir une tachycardie ventriculaire. Ça, c'est plutôt une salve d'extrasystole. Donc, moins de 30 secondes, c'est une salve. Plus de 30 secondes, on est dans la tachycardie ventriculaire. Donc ici, une TAV, c'est une tachycardie ventriculaire non soutenue. Donc soutenue, c'est plus de 30 secondes. Moins de 30 secondes, c'est une soit salve, soit tachycardie ventriculaire non soutenue. Tachycardie ventriculaire, on passe maintenant à une anomalie ou bien une arythmie ou bien un trouble du rythme aussi grave et méchant. Donc c'est la tachycardie ventriculaire. Donc c'est défini par la succession des battements ectopiques qui ont pris naissance sous de la bifurcation du faisceau de His. C'est une succession de moins 4 extrasystoles, donc ventriculaires consécutifs, imprégnant un rythme cardiaque à une fréquence supérieure à 180 battements par minute. Donc c'est des foyers ectopiques ou bien réentrées ventriculaires. Sur le plan électrocardiogramme, donc on parle d'une tachycardie supérieure à 180 battements par minute. Les complexes QRS, ils sont larges et régulières. Il y a une dissociation de l'onde de P par rapport au complexe QRS. Et on pourra trouver des complexes qu'on appelle de capture et de fusion. Donc, je m'arrête là pour détailler. Alors, une définition, c'est une tachycardie régulière. Donc, elle est régulière, rapide. Donc, le rythme il est supérieur à 180 battements par minute. Les complexes QRS, ils sont obligatoirement larges. Donc, entre guillemets, si on est devant des complexes QRS fins et un rythme à 180, donc on n'a pas le droit de dire que c'est une tachycardie ventriculaire. Elle est obligatoirement supraventriculaire. Donc, QRS fin égale tachycardie supraventriculaire. Maintenant, QRS large, c'est pas toujours ventriculaire. Elle est possible d'être ventriculaire et possible d'être supraventriculaire avec. Donc, c'est pour cela qu'on est obligé de chercher les autres critères. Parce qu'on pourra avoir une tachycardie supraventriculaire avec un trouble de conduction ventriculaire comme un bloc de branche associé. Donc, on a des QRS larges avec une tachycardie supraventriculaire. Voilà. Donc, c'est pour cela, tachycardie QRS 20, elle est toujours supraventriculaire.
Tachycardie à QRS large, elle n'est pas toujours ventriculaire, mais elle peut être supraventriculaire si il existe un trouble de la conduction ventricule. Sur le plan clinique, on a l'évolution de rarement, voilà, il y a des malaises, parfois il y a une dyspnée, une douleur angineuse, c'est un peu, il y a une gravité clinique. Donc, les étiologies, c'est surtout l'insuffisance coronarienne, donc les syndromes coronariens aigus, les troubles, les coronaropathies, l'infarctus du myocarde à sa face aiguë, le myocardiopathie, le plus souvent elle est grave, si on ne traite pas, elle va se dégrader vers une fibrillation ventriculaire. Donc, lorsqu'on dit fibrillation ventriculaire, un arrêt cardiaque, on doit traiter les crises. On pratique ce qu'on appelle le choc électrique externe chez ces types de malades pour réduire directement et reprendre le rythme sinusal. Voilà, QRS large, origine ventriculaire. Donc sur le plan ECG, c'est ça, c'est TQRS large avec un rythme supérieur à 180 battements par minute. Donc les complexes de capture et de fusion, c'est quoi capture? Donc dans une tachycardie, on va trouver un complexe QRS normal. Donc, c'est parmi les signes spécifiques de cette tachycardie. Donc, je pense que vous êtes en train de poser des questions sur le groupe. Donc, d'accord, laissez ça pour après pour ne pas me déranger. Alors, les complexes de capture, c'est lorsqu'on capte un complexe QRS normal au sein d'une tachycardie. Donc, il est spécifique à la tachycardie ventriculaire. Fusion, c'est l'association de deux complexes normaux et une tachycardie, un complexe de tachycardie. Donc, le QRS, il est un petit peu déformé. Il y a aussi une dissociation oculoventriculaire. Donc, on pourra zoomer un petit peu et rechercher l'activité atriale. Donc, elle est dissociée par rapport au ventricule. Donc, bien sûr, on a d'autres critères pour trancher entre une tachycardie ventriculaire et une tachycardie supraventriculaire. C'est un peu de détail, ça rentre dans la spécialité, donc je ne vais pas vous encombrer avec tout ça, parce que vraiment, c'est des critères-là. Je reconnais bien, c'est la dissociation, complexe de capture-fusion, et on a comme les critères de Brugada, l'index de Veriquet. Donc, on a d'autres critères qu'on travaille avec pour trancher si le rythme il est supraventriculaire avec une aberration ventriculaire ou bien si le rythme il est ventriculaire. Voilà un exemple. Donc ça, c'est un ECG d'un malade qui a présenté un syndrome coronarien aigu et qui fait une trouble du rythme grave, donc une tachycardie ventriculaire. On enregistre le CG, donc on a des QRS larges avec un rythme qui est régulier. On va rechercher l'activité atriale. Donc, on va voir. Donc, il y a une dissociation complète. Donc, est-ce qu'on est devant une tachycardie ventriculaire ou bien est-ce qu'on est devant une tachycardie supraventriculaire, un bloc de bronche gauche? Donc, c'est ça la question qu'on pose. Donc, si on ne connaît pas, on parle de tachycardie à QRS large, rapide. Et voilà, donc on utilise les autres critères pour trancher est-ce que c'est une tachycardie ventriculaire ou bien une tachycardie supraventriculaire. Dans cet exemple, c'est une tachycardie ventriculaire. Un autre exemple ici, comme vous voyez, donc c'est ça le tracé. Il faut retenir ces types de tracés. Donc c'est des tachycardies à QRS larges. On craint toujours une tachycardie ventriculaire. La même chose, un autre exemple. Alors, d'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire en urgence? Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, je ne vais pas rester longtemps, voir, regarder, est-ce que QRS fin, QRS large, supraventriculaire. Maintenant, pour l'urgence, c'est pareil, soit pour les tachycardies supraventriculaires, soit pour les tachycardies ventriculaires. Je vais voir la tolérance. S'il est bien toléré, je peux prendre de mon temps, je peux prendre mon temps et vérifier par la suite
Donc, je peux donner un traitement antiarythmique, un ténormine, par exemple, bêta-bloquant, et je surveille mon malade. Maintenant, si elle est mal tolérée, donc il y a un état de choc, on pratique directement ce qu'on appelle l'électrocardiochoc. Vous allez voir ça dans vos stages de simulation. Donc, il faut demander aux résidents de vous montrer comment réaliser l'électrocardiochoc. Donc, on a dans le centre de simulation d'un choc électrique externe, il faut demander comment on réalise l'électrochoc comme ça, vous saurez comment le pratiquer. C'est facile et ça peut sauver et éviter une urgence cardiaque grave et mortelle. Donc, la fibrillation ventriculaire, donc c'est un arrêt cardio-respiratoire avec syncope, puis apnée, convulsion. Donc, on est devant une mort apparente. Si on ne traite pas dans les 3 minutes, la mort s'installe définitivement. Donc, la fibrillation ventriculaire est une dépolarisation ventriculaire totalement désorganisée et anarchique, inefficace sur le plan hémodynamique, spontanément irréversible. Donc, le seul traitement ici, je répète, le seul traitement ici, c'est l'application d'un choc électrique externe de thorax. Donc, si maintenant vous êtes dans un endroit où vous n'avez pas d'électrochoc, vous ne pourrez jamais sauver le patient. Donc, c'est pour cela, dans certains centres, par exemple les pays européens, on donne ou bien on installe ce qu'on appelle le choc électrique externe semi-automatique dans les stades, dans les lieux publics, dans les universités, là où il y a beaucoup de monde, on installe un choc électrique externe semi-automatique et on éduque la population générale comment on l'utilise pour sauver ce qu'on appelle le secourisme, pour sauver les malades si vous êtes devant un arrêt cardiaque qui se présente par exemple dans les stades ou bien dans les universités, les écoles. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on pratique directement un électrocardio choc externe pour sauver les malades. Alors, les étiologies la plus fréquente, c'est l'infarctus du myocarde, bien même en cas d'insuffisance cardiaque grave. Alors, c'est une excitation anarchique des ventricules, contraction non coordonnée et inefficace, et on a un arrêt circulatoire brutal. Donc, le malade, s'il est en fibrillation ventriculaire, il ne va pas vous parler, il ne va pas vous dire que j'ai mal ou bien j'ai des douleurs. Donc, il est inconscient, il y a une syncope, il y a une perte de connaissance. Donc, c'est un état de mort apparente, il y a une activité anarchique. Donc, il faut pratiquer rapidement ce qu'on appelle les règles ou bien la réanimation, la ressuscitation cardiovasculaire. Donc, c'est quoi la ressuscitation cardiovasculaire? Donc, c'est ça sur le plan en contraction anarchique des ventricules. Sur le plan ECG, c'est quoi? C'est ça. C'est à peu près n'importe quoi. C'est des ondes qui sont anarchiques, mais c'est une activité électrique quand même. Donc, le cœur, il est en train de défibriller. Donc, on doit le choquer pour qu'il prenne son rythme normal. Voilà, donc c'est la même chose, une contraction anarchique. Quand vous voyez ici un enregistrement, donc il y a ici une tachycardie, une fibrillation ventriculaire. Donc, on pratique ici un électrochoc et on reprend le rythme normal. Donc, ça, c'est un enregistrement fait par ce qu'on appelle un pacemaker, un défibrillateur automatique interne. Donc, parfois, c'est certains malades en place qui présentent des chocs, des tachycardies à répétition. Donc, on place un pacemaker avec une activité défibrillatoire. Donc, à chaque fois qu'il déclenche, qu'il enregistre une tachycardie, donc il va, lui, directement délivrer un choc électrique interne pour réduire cette arythmie. Voilà, donc fibrillation ventriculaire, donc le traitement, c'est la réanimation cardiovasculaire et ce n'est pas uniquement le choc électrique. Donc, vous êtes devant un arrêt cardiaque, il ne faut pas quitter le malade, il faut rester devant le malade, il faut commencer ce qu'on appelle le massage cardiaque externe. Donc, le massage cardiaque externe, vous devez plaquer vos mains au niveau du sternum et comprimer la cage thoracique à 25% avec des compressions sur un plan dur
pour assurer une éjection hémodynamique. Donc, on va remplacer la pompe par nos mains. Donc, on assure ce qu'on appelle le massage cardiaque. Donc, on va faire 15 massages cardiaques et après, on réalise une respiration. Donc, soit avec un masque, si on n'a pas un masque, on pratique la technique connue par la bouche à bouche. Donc, nous allons faire une insufflation au niveau de la bouche du malade pour essouffler un peu de l'oxygène au niveau des poumons. Et on refait 15 massages cardiaques et c'est la même chose et on continue toujours ça et on appelle ce qu'on appelle le secours. Donc, je vais appeler le secours, je ne vais pas quitter le malade, je vais appeler, si je serais dans un milieu hospitalier, donc j'appelle l'infirmière, j'appelle le médecin, j'ai un arrêt cardiaque, je ne quitte pas le malade, voilà, aidez-moi. Donc, on va ramener ce qu'on appelle le chariot d'urgence, on a des chariots d'urgence, on met le laryngoscope, les drogues, et on donne et on pratique directement l'électrochoc. Donc l'électrochoc, il va délivrer une onde électrique, généralement à 200 ou bien à 300 joules, et on va stimuler ce qu'on appelle des sorties de potassium et des rentrées de sodium pour reprendre un rythme sinusal. Parfois, on a un succès et le malade, il va reprendre l'activité sinusale normale et comme si il n'y avait rien, mais on pourra aussi avoir un échec. Donc, nous devons continuer le massage cardiaque, donner de l'adrénaline, la corde à rendre jusqu'à reprise de l'activité cardiaque normale, mais parfois, on ne pourra pas reprendre une activité cardiaque. Donc, c'est au bout de 30 minutes ou bien, voire même 45 minutes de réanimation, on déclare le décès du patient. La torsade de pointe, c'est un aspect de tachycardie ventriculaire avec des modifications morphologiques du QRS suite à un allongement du QT et une bradycardie. Donc, on a les causes métaboliques, généralement l'hypokaliémie, l'hypocalcémie, et on a une syncope. Donc ici, on donne, donc sur le plan électrique, elle se ressemble un petit peu à des tachycardies ventriculaires. On a une syncope, une perte de connaissance. Donc, mais ici, on devrait accélérer plutôt le rythme. Donc, on donne plutôt l'usuprel ou bien on monte une sonde d'entraînement électrosystolique, donc une sonde temporaire et on réalise un pacemaker temporaire par voie fémorale, la veine fémorale jusqu'à la veine cave inférieure et on rentre vers on rentre vers l'oreillette droite jusqu'à le ventricule droit. On va entraîner des stimulus pour reprendre l'activité cardiaque. Et on donne aussi une perfusion de magnésium. Donc, c'est ici un QT lent, elle survient après une bradycardie et on a une torsade de pointe. Donc, c'est une rotation, déviation de l'axe autour de la ligne de base. Donc, c'est ce type de patient, on place un pacemaker parce qu'ils ont des bradycardies, donc on place un pacemaker ici par voie sous-clavière. On va parler aussi de ça dans les troubles de la conduction. Les tachycardies, donc un petit résumé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il faut analyser la tolérance du patient. Est-ce qu'il est conscient? Il y a une douleur, il y a une dyspnée. On analyse rapidement le CG. C'est une fibrillation ventriculaire? Oui, on ne discute pas, on choque directement. Comment elle est la fréquence cardiaque? Elle est rapide. Les QRS, est-ce qu'ils sont larges ou bien ils sont normaux? Rythme, il est régulier ou non? Il existe une activité oculaire organisée ou bien elle est dissociée? Donc, c'est des questions qu'on pose pour voir un diagnostic électrique et on évalue tout de suite la tolérance du trouble du rythme. Si c'est mal toléré, donc on pratique rapidement le choc électrique externe. Donc, tachycardie, trouble du rythme ventriculaire à QRS fin, il est d'origine toujours supraventriculaire. À QRS large, il est soit d'origine ventriculaire ou bien supraventriculaire avec soit un bloc de branche, soit un Wolff-Parkinson-White. Donc, quel est le trouble du rythme? Et après, on va appliquer un traitement adéquat en fonction de l'étiologie. Et voilà, on a terminé avec ce cours. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de détails, c'est un peu difficile, c'est pas facile, mais
essayez de revoir le cours doucement et après, si vous avez des questions ou vous aurez des soucis, on est là pour vous aider. D'accord? Donc, on va faire une petite pause généralement de 5 minutes et on reprend avec le deuxième cours. Donc, je suis obligé de clôturer.